À un moment donné, même les nationalistes ukrainiens les plus fervents comprendront que la survie de l'État exige un règlement négocié. Cela fait défaut actuellement. La mythologie qui prévaut parmi l'élite ukrainienne, désireuse de poursuivre le combat, est qu'ils peuvent créer une situation si désastreuse, soit pour la Russie, soit pour eux-mêmes, qu'elle obligera les États-Unis à s'impliquer directement et à attaquer la Russie. Bonjour à tous. Ici Pascal des études sur la neutralité et aujourd'hui je m'entretiens à nouveau avec le Dr Nikolai Petro, professeur de sciences politiques à l'Université du Rhode Island et auteur du remarquable livre La tragédie de l'Ukraine, ce que la tragédie grecque classique peut nous apprendre sur la résolution des conflits. Aujourd'hui, nous souhaitons faire le point sur la guerre russo-ukrainienne et l'implication des États-Unis dans ce conflit. Donc, Nicolas, bienvenue à nouveau. Ravi d'être à nouveau avec vous. Eh bien, merci de prendre le temps, car vous continuez bien sûr à suivre ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, je veux dire, comment la guerre évolue, mais vous essayez aussi d'évaluer la position des États-Unis. Et vous avez récemment écrit un article sur la doctrine Trump telle qu'énoncée par J.D. Vance. Peut-être pourrions-nous commencer par là. Quel est votre avis sur cette déclaration? Eh bien, je n'en ai pas pensé grand-chose, car il m'a semblé que ce n'était pas vraiment une doctrine. C'était plutôt une justification des décisions qui avaient été prises, sans véritable aspect doctrinal. Une doctrine serait quelque chose qui explique les objectifs de l'action dans un contexte plus large et nous offre une vision pouvant être appliquée à d'autres situations, en expliquant les similitudes et les différences qui conduiraient à l'application de certains types d'actions. Plus important encore, je pense qu'une doctrine propose une vision idéale du monde, et dans ce cas, du rôle de l'Amérique en son sein. Et rien de tout cela ne faisait partie de ce dont le vice-président a parlé. Au lieu de cela, il s'est contenté de féliciter son patron, le président, pour un travail bien fait. Et il l'a fait en soutenant que l'Amérique avait agi correctement en Iran de trois manières. Premièrement, il a affirmé que ce que l'Amérique avait fait, c'était dénoncer clairement un intérêt américain. Ensuite, elle avait essayé d'utiliser, et continuerait d'essayer d'utiliser, ce qu'il appelait une diplomatie agressive pour poursuivre ses intérêts. Enfin, il a dit que non pas si, mais quand cela échouerait, la diplomatie agressive, l'Amérique serait prête à utiliser une force militaire écrasante pour résoudre le problème. Et je vois de gros problèmes dans chacune de ces positions. Donc, sur le premier point, l'énonciation d'un intérêt américain clair, cela a toujours été le reproche adressé à la politique étrangère américaine. Il y a trop d'intérêts contradictoires. Mais au-delà de cela, ce qui manque le plus manifestement dans cette formulation, c'est que nous exprimons nos intérêts sans aucun égard pour ceux des autres nations. En d'autres termes, comme si nous étions seuls au monde. Et c'est une position insensée à adopter qui mène toujours au désastre. Si nous ne considérons que nos propres intérêts, au lieu de chercher à établir des passerelles entre nos intérêts et ceux des autres nations, nous finirons toujours par nous battre avec tout le monde, y compris nos alliés. L'exemple actuel est la détérioration des relations de l'Amérique, non seulement avec les Européens, mais aussi même avec le Canada et le Mexique, nos voisins immédiats, et aussi avec les Japonais. Oui. En fait, avec tout le monde, sans surprise. Donc, deuxièmement, la diplomatie agressive. Eh bien, je ne pense pas qu'il parlait d'agression diplomatique.
je pense qu'il voulait dire être très assidu dans les relations diplomatiques de l'Amérique. Mais malheureusement, ce n'est pas ainsi que la diplomatie se pratique. Une diplomatie réussie est toujours le résultat de négociations patientes et de délibérations. Et la négociation doit encore une fois être à l'écoute des intérêts des autres et être prête à les considérer, avoir un dialogue. Et encore une fois, l'idée de pouvoir obtenir un résultat politique ou diplomatique par la force, par décret, en criant ou par un comportement agressif, eh bien, c'est tout simplement l'antithèse de la véritable diplomatie. Et enfin, le recours à la puissance militaire américaine pour résoudre le problème. Eh bien, tout d'abord, les réalistes classiques comprennent bien que les problèmes politiques, et surtout en politique étrangère, ne se résolvent pas. Ils se gèrent. Ils se gèrent pour un temps, car les acteurs politiques changent, les circonstances évoluent, les alliances politiques se font et se défont. Par conséquent, il faut abandonner l'idée que l'on peut résoudre un problème et ensuite le laisser derrière soi. Au contraire, il s'agit de rester constamment engagé avec tous ses interlocuteurs afin de maintenir un équilibre des intérêts. C'est un point sur lequel je pense que Hans Morgenthau, le père du réalisme, s'est exprimé de manière très pertinente. Il disait que l'on ne doit pas, ou que l'on ne devrait pas, si l'on est sage, un dirigeant avisé, chercher à dominer le monde. Il faut rechercher l'équilibre. Et c'est toujours un jeu de devinettes. On vise l'équilibre, puis on ajuste. À mesure qu'on s'en approche, on comprend mieux les intérêts de l'autre camp et la manière dont il faut équilibrer leurs intérêts avec les nôtres. C'est un processus constant d'affinement. Par conséquent, toute la mentalité ici me semble inadaptée pour parvenir à la paix et à la stabilité internationale. Je n'ai donc pas été impressionné. Vous l'avez exprimé de manière très diplomatique. Mais à mon sens, il s'agit bien plus d'une notion de domination que de diplomatie. Et à cet égard, cela m'interpelle, car Donald Trump et toute son équipe, y compris J.D. Vance, se sont présentés aux électeurs américains comme des personnes souhaitant explicitement s'éloigner de cette vision néoconservatrice de guerre sans fin, d'actions coercitives partout où l'on va, et d'opérations de changement de régime. Mais cette doctrine Trump est aussi ce que nous venons de voir, la manière dont se sont déroulées les interactions et les bombardements en Iran, suggère que rien n'a fondamentalement changé, même pas dans l'état d'esprit de l'administration, mais que de nouvelles limites apparaissent. L'Iran montre de nouvelles limites. Qu'en pensez-vous avant que nous abordions la Russie? Il est trop tôt pour le dire. Autrement dit, d'après la situation telle que je la vois actuellement, il y a beaucoup de choses que l'administration Trump peut prétendre avoir accomplies. Mais il ne sera en réalité pas clair de quoi il s'agit avant de nombreux mois, voire des années. C'est ce que je veux dire lorsque j'affirme que nous devrions nous défaire de l'idée que les problèmes politiques sont solubles. Car si nous venons à la table ou lançons une action en pensant qu'une fois ces mesures prises, le problème sera réglé et que nous pourrons nous en désengager, nous nous trompons nous-mêmes. Cela n'arrivera tout simplement pas. Le problème persistera, le problème s'envenimera, et il se peut que vous réussissiez, en tant qu'administration ou président, à tromper le peuple en lui faisant croire que vous avez résolu le problème, mais ce seront vos successeurs qui devront gérer les conséquences. Combien de fois avons-nous vu cela par le passé? C'est tellement évident dans toute la politique, y compris, mais sans s'y limiter, la politique internationale, qu'on pourrait penser que nous aurions tiré cette leçon depuis longtemps. Mais c'est une caractéristique malheureuse de la culture politique américaine, que premièrement, les Américains sont profondément isolationnistes. Et par isolationniste, j'entends qu'ils ont un désintérêt profondément enraciné pour le reste du monde.
disinterest in the rest of the world. They simply don't care about what the rest of the world thinks. Ils ne se soucient tout simplement pas de ce que pense le reste du monde, ni de ce que le reste du monde pense que l'Amérique devrait faire. Par conséquent, toute leur attention, ainsi que leur manière de voir et d'interagir avec les autres nations, passe par le prisme du discours politique américain actuel et du sujet du jour. Le sujet qui accapare l'Amérique aujourd'hui est le procès de Son Diddy Combs, un rappeur. C'est tout. Cela a monopolisé tout l'espace médiatique. Et en second lieu, il y a la lutte de Trump pour faire adopter le budget et les compromis qui devront être faits dans ce budget, de la version adoptée par le Sénat à la nécessité de la concilier maintenant à la Chambre. Je pense que vous soulevez un point important lorsque vous dites que des limites ont été révélées par cette situation. Mais j'aimerais insister sur un aspect. Ce n'est pas une nouvelle limite. C'est une limite dont nous avons été récemment rappelés. Je pensais par exemple que Trump avait une date limite pour savoir s'il pouvait agir militairement ou autrement au Moyen-Orient. Et cette date limite était qu'il devait initier son action avant que l'agenda ne bascule vers la scène intérieure et le retour à l'adoption du budget. Car cela est désormais devenu si accaparant que s'il devait traiter une question de politique étrangère maintenant, ce serait irréconciliable. Ce serait trop distrayant pour le public américain et pour lui personnellement de devoir faire ces deux choses en même temps. Le système politique américain, pour paraphraser un célèbre dicton américain, est un système où les gens ne peuvent pas marcher et mâcher du chewing-gum en même temps. Ils doivent faire l'un ou l'autre. Et la priorité dans ces choix sera toujours l'agenda intérieur. Par conséquent, Trump a compris une chose, ou on lui a conseillé de faire une chose. Si vous devez faire quelque chose, assurez-vous de le faire rapidement. Assurez-vous que cela fasse sensation. Sortez afin de pouvoir récolter les honneurs d'avoir accompli quelque chose, quoi que ce soit, d'avoir pris une décision décisive, puis enchaînez directement sur cette montée de popularité pour engager votre prochain combat intérieur, cette fois sur le budget, qui est crucial pour vous et dont rien ne doit vous détourner. Les conséquences, en revanche, de ce que vous avez fait, ce n'est pas à nous d'y faire face. Nous pouvons les ignorer complètement pour un avenir prévisible, peut-être même pendant des mois. D'ailleurs, je pense que la guerre en Ukraine relève à peu près de la même catégorie en ce moment, tout comme toute autre crise internationale, actuelle ou potentielle. Je veux dire, la façon dont les choses se passent en ce moment montre clairement que maintenant que la guerre en Ukraine est plus ou moins perdue, du moins pour le camp de l'OTAN, il est tout à fait évident que le résultat n'a rien à voir, même de loin, avec ce que l'OTAN avait imaginé. Et les États-Unis commencent à perdre de l'intérêt. L'Iran semblait être la prochaine étape, la prochaine guerre dans laquelle les États-Unis pourraient s'impliquer. Mais la façon dont tu présentes les choses pourrait même indiquer que les États-Unis souhaitent en réalité se concentrer davantage sur leurs propres problèmes internes. Mais quel est ton point de vue? Parlons ensuite de l'Ukraine, de la situation actuelle selon toi, et de la façon dont cela s'articule avec l'Iran et le solipsisme des États-Unis. Oui, l'égocentrisme. Je pense que l'Occident avait l'espoir que la Russie serait vaincue. La stratégie initiale visait la défaite stratégique, comme l'a formulé l'ancien secrétaire à la défense américain Austin, de la Russie. C'était l'objectif. Depuis cependant, l'administration américaine, donc l'administration Biden, et la plupart de ses principaux conseillers, ou du moins ceux qui ont actuellement l'oreille du président, sont arrivés à la conclusion essentielle que l'Ukraine ne peut pas gagner.
Dire que l'Ukraine ne peut pas gagner n'est cependant pas la même chose que dire que la Russie a gagné. Il y a un écart entre les deux. Et quelque part dans cet écart, l'administration américaine a actuellement intérêt à ce que l'issue finale, quelle qu'elle soit, se rapproche davantage d'une situation où l'Ukraine n'a pas trop perdu, plutôt que d'une situation où la Russie a clairement gagné. Versus Russia has clearly won. So they need to play that out, or they would like. Ils doivent donc laisser les choses se dérouler, ou ils aimeraient pouvoir le faire, de manière à sauver autant que possible la réputation de l'Occident. Ce n'est pas que les États-Unis se soucient particulièrement de la réputation de l'Europe ou de tel ou tel dirigeant européen. La question cependant est que l'OTAN reste un élément du cadre d'alliance des États-Unis et que les États-Unis peuvent utiliser l'OTAN pour diverses manœuvres potentiellement défensives, mais aussi expéditionnaires, lorsque cela est nécessaire, à travers le monde. Tous ces discours, cette dernière année, sur l'expansion de l'OTAN en Asie, en Amérique latine, ou sur la création de configurations similaires à l'OTAN, visent cet objectif. Mais cela ne fonctionnera pas si l'OTAN est perçue comme ayant échoué lors de ce test crucial. Il est donc très important pour cette administration américaine, comme pour toute autre, d'éviter que l'OTAN soit vue comme ayant échoué. To prevent NATO from being seen as having failed. This becomes more and more difficult as the war goes on. Cela devient de plus en plus difficile à mesure que la guerre se prolonge. C'est pourquoi je pense que c'est la principale raison pour laquelle l'administration Trump souhaiterait que cette guerre prenne fin. Parce qu'il voit bien que l'issue finale, comme Poutine l'a répété à plusieurs reprises, ne pourra être que pire pour l'Ukraine. Les dirigeants européens semblent être dans le déni à ce sujet. Ils refusent tout simplement d'accepter cette réalité. C'est une situation très intéressante et étrange, car d'un côté, ils rejetaient cela comme de la propagande russe lorsque Poutine faisait valoir que plus on retarde les négociations susceptibles de mettre fin au conflit, en soutenant militairement l'Ukraine et en l'empêchant activement ou en la décourageant de négocier un cessez-le-feu, comme c'est le cas depuis 3 ans, plus le résultat sera mauvais. Then, the result will only be worse. Now, however, the main Aujourd'hui, cependant, le principal défenseur de ce qu'on appelait auparavant la propagande russe est Donald Trump. Et par conséquent, il existe une sorte de schizophrénie, une telle hypocrisie flagrante. Lorsque les dirigeants de l'OTAN se réunissent, ils se contredisent constamment sur une très courte période. Et en conséquence, ces contradictions deviennent évidentes. L'issue la plus étrange de cela, et je ne suis pas assez psychologue, mais je suis sûr qu'il existe de nombreuses pathologies psychologiques, et probablement un nom particulier pour ce type de syndrome. C'est lorsque vous détestez ce que quelqu'un fait, mais que vous ressentez une telle dévotion envers lui, qu'il devient presque comme un parent pour vous. Et c'est la seule façon dont je peux expliquer le commentaire de Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN Rutte, à propos de Trump étant notre papa. Vous savez, nous disant, à nous les enfants, comment nous devons nous comporter. C'est encore une fois l'antithèse ou l'opposé de la vision que de Gaulle avait de l'OTAN et du rôle des États membres de l'OTAN. Ou, franchement, du rôle que même les fondateurs de Gasperi, Adenauer, Schuman avaient tous. Ils avaient plus de respect pour eux-mêmes et pour leur propre pays que, d'après ce que je peux voir, n'importe quel dirigeant européen actuel. Enfin, la plupart des dirigeants européens. Il y a évidemment des dissidents qui sont prêts à aller à contre-courant, mais ce n'est certainement pas le consensus en Europe occidentale. Tu as tout à fait raison. Et tu sais, le commentaire de Rutte est même un peu plus insultant, parce qu'il voulait présenter les autres, comme l'Iran et Israël, comme les enfants, sans se rendre compte qu'il s'incluait lui-même dans le lot. S'il en parle, c'est qu'il est assis à côté de lui. Je veux dire, on se demande vraiment jusqu'où cela va aller.
Et bien sûr, il fait ça pour être dans les bonnes grâces de Trump. Parce qu'en ce moment, les Européens ont vraiment peur, vraiment, vraiment peur de perdre leur papa. Il y a beaucoup de choses freudiennes, vous savez, freudiennes, qui se passent. Vous devriez interviewer un psychologue freudien à ce sujet et avoir une discussion fascinante sur ce que cela révèle. Mais il y a maintenant tellement d'autres facteurs qui entrent en jeu. Par exemple, les Européens insistent sur le fait que la Russie a violé le droit international comme jamais depuis la Seconde Guerre mondiale, tout en affirmant en même temps que les actions des États-Unis en Iran, cette attaque non provoquée, le bombardement, la violation du TNP, etc., sont absolument, totalement acceptables. Comment voyez-vous cela influencer l'évolution de la politique mondiale? Je veux dire, au moins jusqu'à présent, les États-Unis et l'Europe faisaient semblant de respecter l'ordre fondé sur des règles. Mais ils ont même abandonné cette façade aujourd'hui. Qu'a dit Voltaire? Ceux qui peuvent vous faire croire des absurdités peuvent vous faire commettre des atrocités. Nous vivons dans un monde absurde, où des personnes sérieuses, des personnes que nous élisons pour nous diriger, en espérant qu'elles le fassent de manière réfléchie et prudente, les personnes que, vous savez, le peuple ordinaire, y compris vous et moi, nous regardons en nous disant « Je ne sais pas, mais je suppose qu'ils sont bien informés et qu'ils devraient savoir. » Donc quand ils disent que c'est comme ceci ou comme cela, ou que la Russie va attaquer dans 5 ans, nous pensons qu'ils ont probablement des informations que nous n'avons pas. Donc nous devrions leur faire confiance. Ne leur faites pas confiance. Il n'y a rien derrière cela. Absolument rien. Et une partie de cela devrait maintenant être assez évidente, rien qu'en observant les revirements constants des dirigeants eux-mêmes, qui disent une chose puis l'exact opposé quelques semaines plus tard. Mais je peux ajouter à cela ma propre expérience, ayant travaillé au sein du gouvernement et consulté et discuté des documents classifiés. Il n'y a rien de vraiment révélateur dans ces documents. Ce ne sont que différents degrés de spéculation fondés sur des sources non publiques, par opposition au type de spéculation que vous et moi faisons désormais à partir de sources publiques. Mais cela reste de la spéculation dans tous les cas, et il faut toujours examiner ces informations, quelle qu'en soit la source, et porter son propre jugement de valeur à leur sujet. Il n'y a donc aucune certitude dans aucune de ces prévisions, ni dans aucune évaluation des renseignements. Et quand on lit les petites lignes de ces évaluations des services de renseignement de la CIA, du MI6 ou du BND en Allemagne, ils se dédouanent tous quand on regarde de près. Ils disent toujours, ce n'est qu'une estimation. Nous ne faisons aucune prédiction 100% sûre. Nous ne faisons estimer les probabilités. Et donc, lorsque la réalité s'avère être complètement à l'opposé de ce qu'ils pensaient, eh bien, c'est simplement ainsi que les choses se sont passées à ce moment-là. Qui aurait pu le savoir? Oui, mais c'est justement pour cela qu'il est important d'avoir des dirigeants rationnels et des personnes sensées à tous les niveaux de l'appareil d'État. J'ai l'impression qu'en ce moment, aux États-Unis comme en Europe, nous atteignons un sommet d'irrationalité. Des décisions sont prises pour des raisons qui n'ont que peu ou rien à voir avec les justifications avancées, et parfois même à l'encontre de ce qui, avec d'excellents arguments, pourrait être considéré comme l'intérêt national. Prenons l'exemple de l'Allemagne, qui a laissé son gazoduc être détruit, qui a laissé faire, et qui a laissé les États-Unis menacer ainsi, et ainsi de suite. Je veux dire, il y a tellement de choses qui menacent les véritables intérêts nationaux fondamentaux que j'en viens à penser que nous assistons actuellement à un moment d'irrationalité en Europe et en Amérique du Nord. Comme nous l'avons déjà vu, par exemple, avec les dirigeants russes pendant la Terreur rouge et ainsi de suite,
qui se sont retournés contre leur propre peuple. Nous avons vu cela en Chine, avec plusieurs décisions qui ont conduit à la mort de millions de personnes à l'intérieur du pays et ont détruit leur propre culture. Il existe ces moments d'irrationalité dans les systèmes. Pensez-vous aussi que nous traversons l'un de ces moments ou sommes-nous simplement la dernière itération de quelque chose qui a toujours existé, mais que nous n'avions pas remarqué auparavant? Je pense qu'on peut avancer des arguments pervers en s'appuyant sur des hypothèses rationnelles. En d'autres termes, la rationalité n'est qu'une concaténation d'idées qui s'enchaînent logiquement. Mais il se peut que ce soit la mauvaise séquence ou une séquence incomplète. Ce n'est pas la rationalité ou l'irrationalité des propos tenus qui m'inquiète le plus. Ce n'est pas, à mon avis, ce qu'il y a de plus préoccupant. C'est le manque de prudence, de recul, de connaissance et de compréhension, le manque de contexte culturel et historique qui vous indiquerait que les choses qui sont dites aujourd'hui, même si elles semblent logiques, sont insensées ou mèneront à un résultat dévastateur. Une personne qui a un point de vue intéressant à ce sujet est Emmanuel Todd. Et il aborde la question sous un angle quelque peu religieux, où il s'appuie sur le contexte religieux. Il dit que nous entrons dans une phase de nihilisme, la perte de foi en quoi que ce soit. Il explique que cela commence par la perte de foi en la religion et se poursuit à partir de là, car la religion, quelle qu'elle soit, constitue le fondement d'une structure morale. Donc une fois que l'on sape cela, on sape essentiellement de nombreuses présuppositions morales, ce qui affaiblit ensuite de nombreuses institutions sociales et politiques qui sont déjà indirectement fondées sur la religion et plus directement sur un ensemble de présupposés moraux que l'on suppose partagés par tous et que nous cessons alors de partager. Pourquoi devrions-nous nous comporter d'une manière particulière? C'est là que l'irrationalité intervient, car nous commençons à agir de façon qui ne sont rationnelles que pour nous-mêmes, mais irrationnelles pour les autres. Ainsi, le contexte plus large que nous devons retrouver est un sens de rationalité commune. Et cela repose sur le dialogue et une culture partagée. En d'autres termes, je dois te considérer comme digne d'être écouté, vouloir te comprendre, et te faire des propositions fondées sur ma rationalité limitée, auxquelles tu t'efforces ensuite de répondre avec ta propre rationalité limitée, afin que nous puissions ensemble élaborer un cadre commun de compréhension rationnelle. Mais la raison de tout cela, c'est que nous nous voyons comme des êtres humains et que nous voulons coexister. Nous ne voulons pas nous éradiquer mutuellement. Même si je ne partage pas vos valeurs, je reconnais l'importance que vous en ayez. Je ne les comprends tout simplement pas. Alors laissez-moi essayer de les comprendre, et j'espère que vous ferez de même pour moi. Ainsi, nous aurons un cadre pour l'interaction, la négociation, le dialogue, la diplomatie. Mais en l'absence de toute volonté de comprendre l'autre camp, si nous ne recherchons que l'hégémonie, la domination, la diplomatie agressive, la puissance militaire pour résoudre les problèmes, rien de tout cela n'entre en jeu. Et nous avons une rationalité, mais elle n'existe qu'ici. Nous ne sommes rationnels que dans nos propres têtes. L'exemple classique est celui du droit, par exemple. L'Amérique dit, eh bien, nous sommes une nation de loi et nous respectons et défendons le droit international. Et vous demandez, eh bien, sur quelle base avez-vous décidé, disons, de violer le droit international dans le cas de l'Irak, de l'Iran ou d'autres situations? Eh bien, nous avons fait notre propre évaluation juridique. Tous les grands juristes du département juridique, du département d'État, ont conclu que c'était parfaitement légal. L'affaire est close. Nous nous sommes convaincus, sur la base de notre propre raisonnement juridique, que tout va bien.
Nous n'avons donc pas besoin de saisir une autre cour internationale, ni d'engager un dialogue avec un autre point de vue. C'est bien sûr absurde, tout simplement absurde. This is, of course, nonsense, just nonsense. Oui, mais cela revient à ce que tu disais plus tôt. C'est le repli sur soi, le fait de ne se soucier que de sa propre logique, de son propre raisonnement, n'est-ce pas? Et en ce sens, cela explique aussi pourquoi beaucoup de gens, dans d'autres sphères ou dans les médias, n'ont d'autre choix que d'attribuer de l'irrationalité à Vladimir Poutine, parce qu'ils sont littéralement incapables de comprendre ce qui motive ses actions. Donc, il doit forcément être fou, surtout au début de la guerre. Cette idée revenait souvent. Nous vivons donc aujourd'hui dans des mondes où, en particulier en Occident, les gens sont tellement centrés sur eux-mêmes qu'ils ont perdu la capacité de comprendre comment raisonnent réellement les autres partenaires. And another aspect of this is that Un autre aspect de la question est que certaines personnes comprennent à quel point nous sommes égocentriques et elles peuvent même y accorder de la valeur. Je veux dire, toute la notion d'un ordre fondé sur des règles, qui, à bien y regarder, repose sur des normes occidentales, uniquement occidentales, puis s'étend de l'Occident vers l'extérieur, sans prendre en compte les normes d'aucune autre culture, mais en imposant littéralement les normes occidentales. Puisque nous en sommes arrivés au point où cette approche, dans nos relations avec d'autres nations, est considérée comme rationnelle et normale, nous supposons que les autres dirigeants raisonnent de la même manière, même lorsque leurs propres actions peuvent être motivées par d'autres considérations. when their own actions may be driven by other considerations. We're not talking about any specific case here. Nous ne parlons pas ici d'un cas précis, donc cela peut varier d'un cas à l'autre. Mais nous devrions au moins être ouverts à la possibilité que si les actions de nos dirigeants reposent sur une culture et des présupposés limités à l'Occident, alors les dirigeants d'autres nations ont leur propre ensemble de présupposés culturels, et qu'il serait littéralement impossible d'engager une discussion sérieuse avec eux sans combler cet écart, sans au moins essayer de comprendre quelles sont les valeurs sous-jacentes et les fondements culturels. Understand what the underlying values and cultural foundations are. One of the reasons that L'une des raisons pour lesquelles le monde multipolaire est si attractif pour de nombreux autres pays, contrairement à l'ordre hégémonique fondé sur des règles que l'Occident dirige depuis plusieurs décennies, voire plus longtemps, est qu'il commence par une affirmation de l'égalité des valeurs et de l'égalité des cultures. Ainsi, la multipolarité n'est pas ce que c'est le bénéfice qui découle de la reconnaissance et du respect accordé aux autres cultures en reconnaissant leur diversité. Lorsque les cultures se respectent mutuellement, la conséquence naturelle en est la multipolarité. Lorsque les cultures ne se respectent pas, nous avons un monde hégémonique et un monde unipolaire qui doit être imposé par la force. Absolument. C'est une excellente façon de résumer la situation. Et cela implique tellement de faiblesse, vous savez, comme si ce n'était pas possible. La manière dont l'Europe, les deux, envisage la façon de traiter l'Iran laisse complètement de côté le fait que l'Iran et l'ayatollah Khomeini ont émis une fatwa contre les armes nucléaires et que l'on pourrait utiliser cette fatwa, que l'on pourrait recourir à des approches islamiques du droit international qui sont différentes, mais qui existent. Et de toute évidence, elles détiennent beaucoup de pouvoir. Il n'a jamais effleuré l'esprit de quiconque que l'on pourrait essayer de travailler sur cet aspect. Au lieu de cela, la seule approche est « assurons-nous que notre vision de la manière dont le TNP doit être appliqué leur soit imposée de force ». C'est dommage. C'est vraiment dommage. Une autre façon d'exprimer la même idée, en revenant à la doctrine Vance ou à la doctrine Trump, c'est que la multipolarité a, selon moi, le potentiel de devenir une véritable doctrine.
de proposer une vision structurée du monde qui offrirait un mécanisme d'interaction. Les mêmes problèmes se poseraient. Seulement, ils seraient traités non pas par un seul ensemble d'institutions ou d'une seule manière, mais selon les circonstances, par une variété d'acteurs, parfois plus nombreux, parfois moins, parfois dans un contexte régional, parfois dans un contexte plus large. Tout devrait être considéré comme fluide dans cette structure. Néanmoins, la structure internationale elle-même repose sur le principe du respect. Et tant que ce respect demeure au cœur, elle possède un fil conducteur. Un peu comme autrefois, lorsque ce principe était davantage respecté, la démocratie offrait un tel fil conducteur à l'OTAN dans ses premières années. Mais malheureusement, la démocratie est devenue aujourd'hui en Occident essentiellement du colonialisme culturel. J'allais donc opposer cette vision d'une doctrine à America First, qui n'est pas une doctrine, c'est de l'auto-absorption. Ce n'est rien d'autre qu'une auto-congratulation. Self-congratulation. Yeah, and dominance, Oui, et la domination, le besoin de domination. Mais vous savez, dans ce sens, j'avais cette question en tête et vous venez d'y répondre de manière brillante. En quoi la multipolarité du XXIe siècle diffère-t-elle de ce à quoi beaucoup de gens la comparent, à savoir le système de concert du XIXe siècle, n'est-ce pas? Donc, selon votre définition, la différence est que le concert était un équilibre purement occidental, centré sur l'Occident, des forces militaires, de différents systèmes qui étaient tous d'accord pour contrôler la planète entière par tous les moyens. Alors que maintenant, nous entrerions dans une multipolarité qui serait en réalité un équilibre civilisationnel de différents systèmes de valeurs. Est-ce bien ainsi que vous le voyez? different value systems. Is that about how you see it? Je pense que les traités et les négociations constantes qui ont caractérisé le concert européen au XIXe siècle ont été couronnés de succès, relativement, en Europe même, mais se sont effondrés lorsque ce système s'est étendu à un système impérial. Il a commencé à s'effriter aux marges, dans les colonies, et a entraîné des conflits là-bas qui étaient si palpables qu'ils ont fini par se répercuter en Europe même. Et il était évident que, dans un monde où l'on ne pouvait plus isoler les périphéries de l'Europe proprement dite, le concert des puissances européennes ne pouvait pas survivre. Il n'a pas pu survivre parce qu'il n'y avait aucune présomption d'égalité entre les puissances européennes et leurs colonies en termes de droits fondamentaux, et de leur légitimité à être considérées comme des puissances autonomes et souveraines. Voilà le défi de la multipolarité. Faire de ce système un système mondial et développer ce qui devrait être une sorte d'architecture et de cadre pour traiter les problèmes. Il est bien trop tôt pour dire si cet effort réussira ou non. Il se peut qu'il échoue lors de sa première tentative et qu'il s'améliore la seconde fois. Je suggérerais de considérer cela comme une tendance vers la multipolarité. Peut-être devrions-nous considérer cela comme ayant commencé avec le concert de l'Europe, puis en passant par la Société des Nations sans succès, avant d'avancer à nouveau dans cette même direction avec les Nations Unies, ce que Richard Soper appelait le système de la charte. Un peu mieux, mais qui s'effiloche à nouveau aujourd'hui. Y aura-t-il une meilleure version de ce désir, de ce cadre multipolaire, de ce cadre multiculturel où de nombreuses cultures interagissent et se respectent mutuellement? Je pense que oui, mais je n'arrive vraiment pas à l'imaginer pour l'instant. Peut-être que l'initiative que vous lancez avec Compass, peut-être pouvons-nous y réfléchir dans ce cadre. Merci. Eh bien, nous verrons. Je veux dire, si nous ne pouvons pas l'imaginer, il est difficile de voir comment cela pourrait arriver. D'un autre côté, personne n'a jamais imaginé les êtres humains, et ils sont pourtant apparus. Je veux dire, désolé pour tous ceux qui sont religieux, mais
Eh bien, nous, we can see a pattern of development. Nous pouvons observer un schéma de développement et nous voyons les échecs et nous pouvons plus ou moins, je pense, nous accorder en tant que chercheurs sur la nature de ces échecs. Cela nous donne donc suffisamment d'éléments pour commencer à examiner les problèmes à venir et nous demander quel était le problème. Pas assez de nations étaient impliquées sérieusement et n'avaient pas d'intérêt réel dans le système. Deuxièmement, il était trop eurocentré. Oui, c'est un problème. De nombreux pays essaient de s'attaquer à ces questions, de, pour ainsi dire, démocratiser le système onusien. La question fondamentale, à ce stade ou dans un avenir prévisible, est probablement de savoir si nous devons parler de revitaliser le système des Nations Unies ou s'il faut faire quelque chose qui lui succéderait, qui le remplacerait par quelque chose de meilleur. Et je ne sais pas quelle est la meilleure réponse à cela. je veux dire, le fait est que, malgré les guerres, il y a tellement de choses sur lesquelles, en réalité, nous sommes tous d'accord. Personne, ni pendant la guerre russo-ukrainienne, ni aujourd'hui avec le conflit Israël-Iran-États-Unis, n'a proposé de se retirer des Nations Unies. Personne. Les Nations Unies sont universellement critiquées, mais aussi universellement acceptées. Personne ne dit jamais « je veux détruire le droit international ». Tout le monde affirme que le droit international est de son côté, mais personne ne dit « je veux l'abattre ». Personne ne dit vraiment vouloir abolir les droits de l'homme. Tout le monde affirme qu'ils sont bons, mais ensuite, il y a autre chose. Il existe donc des signes indiquant comment cette planète de 8 milliards d'habitants souhaiterait évoluer et quel type d'architecture pourrait fonctionner. Il me semble que dans ce contexte, les BRICS sont évidemment très importants. Et Madame Kneißl, ancienne ministre autrichienne des Affaires étrangères, était récemment sur la chaîne de Glenn Diesen, et elle a déclaré que les BRICS avaient besoin de plus de centralisation, d'un secrétariat, de plus de formalisation. Et j'ai ce sentiment intérieur qui me dit que non, ce n'est pas la bonne voie, parce que cette formalisation, la création d'une institution, la mise en place d'une pyramide hiérarchique, etc., c'est une manière typiquement européenne d'organiser les choses, au lieu de les structurer de façon indirecte. Il existe des moyens subsidiaires de prendre des décisions, plutôt que des moyens hiérarchiques. Il y a des façons d'organiser la politique, avec plus ou moins de responsabilités locales. Donc le fédéralisme, le confédéralisme, tout cela doit être abordé. Si nous voulons avoir un système international qui oblige les nations qui se comportent mal, ou plutôt, ne disons pas se comporter mal, ce n'est peut-être pas le bon terme. J'aime le mot « péché ». Mais le péché au sens d'amartya, c'est-à-dire manquer la cible. Autrement dit, pas comme une forme d'ostracisme. Il ne faut jamais ostraciser le pécheur. Il faut dire « laissez-moi vous expliquer pourquoi nous pensons que vous n'avez pas raison ou que vous n'agissez pas correctement ». Mais en même temps que j'explique pourquoi nous, le consensus international, pensons que vous n'agissez pas correctement, je vous écoute aussi, ainsi que vos explications, afin de parvenir à un accord. Car, comme le dit la Bible, Dieu ne souhaite pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse au bien, à la lumière. Mais encore une fois, on ne peut convertir personne à quoi que ce soit si on ne le respecte pas, si on ne l'écoute pas, si on ne souhaite pas dialoguer avec lui et comprendre son point de vue. Cela restera donc toujours essentiel à toute forme de diplomatie. Et je pense qu'il y a là un potentiel pour faire mieux que ce que nous avons fait dans un cadre alternatif, ou peut-être pour raviver le principe du respect mutuel au sein des Nations Unies, même si cela reste un peu difficile à imaginer. Il est difficile d'imaginer les Nations Unies aujourd'hui, car institutionnellement et en termes de dynamique de pouvoir,
elles sont désormais enfermées dans une situation très désagréable. Je veux dire, il existe un concept pour cela. Lorsqu'on est coincé dans une position, alors qu'on pourrait aller beaucoup plus loin, mais qu'on reste bloqué ici. Bref, cercle vicieux, cercle vicieux. Peut-être une toute dernière question avant de partir. Quel est votre point de vue sur l'Ukraine et la Russie, directement? Pensez-vous que nous approchons de la fin de la phase de combat du conflit? Que voulez-vous dire par « approcher » ? What do you mean by near? Quel est votre délai pour proche? D'ici un an. Je veux dire, on voit bien que la Russie gagne de plus en plus de terrain et s'approche du Dniepr, et qu'elle est aussi en train d'obtenir, vous savez, la supériorité aérienne totale, etc. Donc on arrive à un point où la Russie doit prendre une décision. Allons-nous rester à l'Est ou allons-nous aller vers l'Ouest? Et j'ai du mal à les imaginer prendre la décision d'aller, vous savez, jusqu'en Galicie, parce que ça semble être une proposition suicidaire. Mais vous, comment voyez-vous les choses? D'ici un an, si les tendances actuelles se poursuivent, j'imagine que d'autres nations, d'autres soutiens de l'Ukraine, emprunteront la voie des États-Unis. Ils diront simplement, nous reconnaissons que Trump avait raison et nous voyons la lumière. Et pour toutes sortes de raisons, tant intérieures qu'extérieures, ils diront, il est désormais clair qu'il n'y a pas de perspective de victoire pour l'Ukraine. Et nous devrions encourager les négociations, encourager l'Ukraine à accepter des négociations. Mais rien ne se produira, sauf premièrement, une percée militaire décisive, probablement par la Russie, qui menacerait le cœur du pays, ce qui est aujourd'hui le cœur de l'Ukraine, la région centrale, Dnipro-Kiev, et franchirait le Dnipro. Ce serait un choc psychologique majeur. That would be a great psychological blow. And assuming that Russia Et en supposant que la Russie maintienne son élan, qu'elle conserve sa capacité à produire des armes et de la main-d'œuvre au rythme actuel, alors que l'Ukraine ne le fait pas, cela devrait être évident. Il finira par apparaître même aux nationalistes ukrainiens les plus fervents que la survie de l'État exige un règlement négocié. C'est ce qui manque actuellement. La mythologie au sein de l'élite ukrainienne qui souhaite poursuivre la lutte, c'est qu'ils peuvent créer une situation si désastreuse pour la Russie ou pour eux-mêmes que cela obligera les États-Unis à s'impliquer directement et à attaquer la Russie. Cela a toujours été leur espoir, mais c'est désormais la dernière carte qu'ils peuvent jouer. Donc, en supposant que Trump soit sérieux à l'idée d'abandonner l'Ukraine, de la laisser tomber, il me semble probable que les autres puissances européennes actuellement du côté de l'Ukraine finiront elles aussi par l'abandonner, probablement dans l'année à venir. Ukraine is likely in the next year. Probably, well, and the logical Probablement, eh bien, et le moment logique pour cela, c'est lorsque de nouvelles élections auront lieu. Parce que tous les partis d'opposition aux élites politiques actuelles, s'ils sont encore une fois autorisés à participer aux élections, l'opposition en Europe de l'Ouest, alors s'ils obtiennent de bons résultats, comme les sondages l'indiquent, nous aurons une situation politique complètement différente, avec des personnes qui n'ont aucun lien, aucune obligation envers l'Ukraine, aucun engagement politique, et qui ont clairement déclaré qu'elles ne veulent pas poursuivre ce combat et souhaitent rechercher la paix. Donc je pense que la discussion doit passer de « nous sommes pour la victoire de l'Ukraine et la défaite de la Russie » à « la victoire de l'Ukraine est impossible, la défaite de la Russie est impossible. Nous sommes là, pourquoi? Pour la paix. » Et c'est bien sûr la position, à mon avis, très justement défendue par Viktor Orban et probablement aussi par Robert Fico, ainsi que par Vučić. Il existe une troisième voie, et cette troisième voie n'est pas de soudainement découvrir la neutralité, mais de reconnaître que ces politiques alternatives ne sont plus réalisables. Il existe cependant une politique réalisable et valable, et c'est de promouvoir la paix.
Promouvoir la paix signifie toutefois exercer une pression fondamentale sur la direction politique ukrainienne pour qu'elle adopte une position de négociation, pour qu'elle accepte des choses qu'elle ne souhaite pas accepter. Et elle ne le fera probablement pas. Je spécule ici, évidemment. Elle ne peut probablement pas l'accepter tant que Zelensky est à sa tête. Il faut, d'une manière ou d'une autre, écarter Zelensky afin d'avoir un groupe d'interlocuteurs qui ne soit pas alourdi par l'héritage de la guerre et qui puisse poursuivre de nouvelles politiques. Je pense que c'est le scénario le plus probable. La question est sans doute de savoir si les Européens et les Nord-Américains feront semblant que la nouvelle direction est soutenue par eux, s'ils vont la soutenir, ou s'ils vont faire semblant que, vous savez, on écarte M. Zelensky, on le fait former un gouvernement en exil pour sauver la face, puis on déclare que tout nouveau régime est illégitime, etc., et qu'ils sont des collaborateurs de la Russie pour sauver la face. Ou bien, si le changement politique en Europe est si important qu'ils diront réellement non, c'est la voie à suivre. Ce sera probablement la première option, parce que, je ne sais pas, je ne vois pas comment la direction actuelle. Ce sera probablement une combinaison des deux. Parce qu'une fois que les vents politiques changent, beaucoup de choses deviennent possibles. Et il y a un agenda politique positif à poursuivre, qui est l'agenda de la paix. Cependant, il y a aussi des considérations morales et un certain sentiment d'obligation envers nos alliés en Ukraine, Zelensky et d'autres hauts responsables. Eh bien, que s'est-il passé par le passé dans ce genre de situation? Ils sont évacués et reçoivent des sinécures, puis sont discrètement oubliés en Occident. Et ensuite, ils sont, vous savez, il y a le scénario du Shah, celui de la famille royale afghane, et une infinité d'autres scénarios similaires. Oui. D'accord. D'accord. Encore un de plus dans la série. Les personnes qui souhaitent vous trouver devraient aller sur votre page d'accueil ainsi que sur votre Substack. Y a-t-il un autre endroit où l'on peut vous suivre? Non, pas de Substack. Tout est sur mon site web, npetro.net. D'accord. Je mettrai le lien dans la description. Nicolae Petro, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci, pal.